Alors, bonsoir. Merci d'être venus ce soir nombreux pour ce nouveau débat. Nos intervenants vont nous rejoindre. Je profite de ce petit interlude pour vous dire, que dans cet établissement public où vous avez montré votre passe sanitaire, vous pouvez ne pas mettre de masque. La directrice de l'établissement nous y autorise. Et ce sera plus pratique après le débat pour aller boire un verre ensemble, ce que j'espère que vous resterez pour faire avec nous. Voilà, donc c'est notre 5e débat à la DAGP. C'est un format qu'on a créé de manière irrégulière. On attend qu'il y ait une vraie question d'actualité qui se soulève et qui nous oblige à venir en parler ici avec vous et dans ce lieu qui est le lieu des artistes, puisque c'est important que les artistes, étant les premiers concernés par l'organisation du monde de la culture et du monde de l'art, ils soient là pour donner leur avis. Donc je remercie beaucoup l'équipe de la DAGP, Marianne Ferrifal, la directrice, Marlène Chalvin, qui s'occupe directement des débats ici, et toute l'équipe de la DAGP de nous recevoir pour ce 5e débat. Je vais d'abord introduire un petit peu le sujet de ce soir, puis nos invités, et puis enfin, on pourra débattre avec vous. J'espère que vous aurez des questions nombreuses. Je dois vous dire tout de suite que malheureusement, Jacques Toubon, qui était prévu d'intervenir ce soir avec nous et qui s'en réjouissait, a dû annuler pour une raison indépendante de sa volonté impérative. Donc, nous ne serons que 3 avec 2 invités ce soir, mais ça nous donnera d'autant plus l'occasion de parler et d'approfondir ce sujet. Un internaute l'a écrit aujourd'hui sur les réseaux sociaux en réagissant à l'annonce de ce débat. Il a rappelé cette phrase que vous connaissez peut-être d'Albert Camus: « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et il se demandait si mal nommer les gens, mal nommer les dirigeants, ajoutait au malheur de la culture. Ça nous amène directement au cœur de la question dont on va parler ce soir. Comment sont nommés les directeurs ou présidents des établissements culturels en France ? Et, question subsidiaire, comment pourrait-on bien ou mieux les nommer? Déjà, comment sont-ils nommés? Mais en fait, tout dépend des structures dont on parle. Il y a des établissements publics, des établissements mixtes, des associations, des sociétés anonymes, comme le Palais de Tokyo, qui est une société anonyme avec un actionnaire unique, qu'est l'État. Ça a son importance, puisque la nomination peut s'effectuer en Conseil des ministres ou par décret ministériel, voire en Conseil d'administration. Nous aurons, je pense, l'occasion de revenir sur ces nuances. Si les nominations ont toujours été un attribut du chef de l'État, rappelaient les journalistes Roxana Azimi et Cédric Pietralunga dans Le Monde en septembre dernier, M. Macron a poussé la logique à son paroxysme, n'hésitant pas à court-circuiter ses ministres de la Culture, pourtant censés orienter ses choix. Ça nous amène à l'actualité de cette question, qui n'est pas nouvelle, mais il est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui est vécu parfois comme une très grande verticalité, s'accompagne d'une mise en doute récurrente et ancienne des processus de décision qui, comme un bon feuilleton, convoque toujours les mêmes ingrédients ou non. C'est ceux dont nous parlerons ce soir. Est-ce qu'il y a un appel à candidature? Est-ce qu'il y a des appels à projets, des jurys, des shortlists de candidats, etc. Dans la crise des nominations dans la culture, un texte paru dans la revue Esprit en octobre 2015, Laurence Angèle, qui elle-même a été directrice des affaires culturelles de la ville de Paris, puis directrice de cabinet de la ministre de la Culture Aurélie Filippetti, et maintenant elle est présidente de la BNF, écrit: « C'est une ritournelle, on nommerait mal à la tête des institutions, en particulier dans le secteur culturel ». Et en 2015, son diagnostic était ni plus, mais ni moins mal que dans un passé encore récent. Elle relevait à cette occasion que les nominations semblaient ne jamais faire consensus, mais susciter au contraire des réactions au mieux sans écho, écrivait-elle, interrogatives donc dubitatives, ou alors carrément explosives. Le cocktail, en effet, choix du roi et processus fluctuant et opaque, est en effet souvent explosif. Les nominations se font ou ne se font pas, de plus en plus dans la douleur, amplifiées par les réseaux sociaux et parfois exacerbées par des pétitions dont les termes disqualifient ou fragilisent les prétendants avant même qu'ils n'arrivent. On verra que parfois même les journaux à scandale sont convoqués dans ces processus. On ne va pas parler ce soir de nomination en particulier, mais je voudrais quand même donner des exemples pour montrer l'ampleur qu'a pris cette question des nominations. Par exemple, la Villa Médicis, pour parler d'un passé relativement récent. En 2008, Olivier Poivre d'Arvor publie une lettre ouverte intitulée « Benamou m'a tué », dans laquelle il dénonce la duplicité du conseiller du président d'alors, Nicolas Sarkozy, Georges-Marc Benamou, qui lui aurait d'abord assuré de sa nomination à la direction de la Villa Médicis, avant d'annoncer qu'il occuperait lui-même ce poste, ce dont finalement il a été empêché par une pétition qui a été signée par des gens aussi prestigieux que Jeanne Moreau, Jane Birkin ou Patrice Chéreau.
À ce moment-là, l'Élysée recule, choisit Frédéric Mitterrand, qui reste, lui, moins d'une année en poste. Il est appelé rue de Valois. Il est remplacé par Éric de Chassey. En 2015, Fleur Pellerin veut exfiltrer Éric de Chassey, à l'époque, dit-on, pour le nommer à l'École des Beaux-Arts de Paris, pour laisser la place à Muriel Mayette. Il y a un article qui empêche Éric de Chassey d'arriver à l'ENSBA, mais dans le Canard enchaîné. Mais Muriel Mayette, elle, est nommée à la Villa Médicis, sans projet, sans appel à candidature et sans jury. Ce qui était à l'époque assez inhabituel, puisqu'aux Beaux-Arts, à contrario, tout ça existe. Et puis après un seul mandat de 3 ans, elle est remerciée, assez brutalement dit-elle. Elle l'apprend 10 jours avant sa fin, c'est ce qu'en tout cas la presse se fait l'écho. Et ensuite s'ensuit une vacance de 18 mois avant que le directeur actuel arrive, Sam Sturze. Donc c'est pour montrer qu'en un peu plus de 10 ans, on va dire, la Villa Médicis, une des grandes institutions culturelles françaises, a été justement le théâtre de ces nominations compliquées, hasardeuses. Aux Beaux-Arts de Paris, on en parlait, c'est pas beaucoup plus simple. En 2011, Frédéric Mitterrand nomme Nicolas Bourriaud à sa direction, un poste qui, semble-t-il, lui avait été promis dès 2009, mais 4 ans après, il est brutalement destitué dans un concert de protestation. Roxana Azimi écrit à l'époque dans le quotidien de l'Art: voici une décision digne d'une république bananière. Comme Éric de Chassey doit renoncer à cause de l'article du Canard enchaîné dont je vous parlais, on lance un appel à candidature. À l'époque, c'est Jean-Marc Bustamante, l'artiste qui était professeur aux Beaux-Arts de Paris, qui est nommé, alors que son nom n'était jamais sorti dans la presse. C'était le seul des finalistes dont le nom n'était jamais sorti. Mais lui-même, finalement, 3 ans plus tard, est évincé de ce même poste, et il dénonce à ce moment-là dans la presse une pantalonnade politico-administrative. Voilà un terme qui pourrait effectivement souvent revenir. Et puis, à ce moment-là, il y a un jury qui est nommé, on demande un projet, c'est Jean de Loisy, dont le nom est seul donné par le jury, qui devait normalement donner 3 noms, il n'en donne qu'un au ministre, qui donc l'entérine, et lui-même part 3 ans plus tard, alors que tout le monde pensait qu'il serait reconduit. Enfin, tout ça pour dire que cette question des nominations n'est pas simple, et c'est ce qui justifie qu'on en fasse un débat ce soir. C'est évidemment pas du tout exhaustif, les exemples que je viens de donner, puisque récemment encore, le choix d'un nouveau président pour le Centre Pompidou, par exemple, qui s'accompagnait du choix d'un nouveau directeur pour le Musée national d'art moderne, a suscité aussi de nombreuses interrogations qui sont au cœur de ce dont on va parler ce soir. Est-ce qu'il fallait choisir un tandem pour choisir directement ensemble un président et un directeur? Finalement, ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'il fallait un duo mixte? Ça a été a priori le choix dans un premier temps. Finalement, c'est un duo 100% masculin qui est à la tête aujourd'hui du Centre Pompidou et du MNAM. Et ce qui n'était pas du tout prévu a priori au départ, c'est un président conservateur qui, pour la première fois depuis 1991, remplace les profils administratifs qui avaient prévalu. À cette occasion, on a vu que ces processus de nomination dont on va parler ce soir étaient d'une part assez fluctuants et d'autre part parfois un peu hasardeux. Par exemple, pour le choix du président du Centre Pompidou, un appel à candidature a été publié dans la presse grand public, ce qui a surpris, puisqu'a priori un profil de président du Centre Pompidou devrait faire plutôt être choisi dans un vivier qu'on connaît déjà. Surtout que finalement, ça aboutit au choix de Laurent Lebon, qui était déjà candidat à la direction du Musée national d'art moderne il y a 6 ou 7 ans. C'est pour, je ne sais pas si vous suivez, mais tout ça pour dire que, comme l'écrivait Laurence Angèle en 2015, sans parler forcément de ces exemples-là, ce sont moins les choix faits qui doivent étonner que notre incapacité persistante à trouver une méthode pour nommer, qui conduise à ce que ces choix ne soient pas aussitôt contestés. Nous n'avons pas su éteindre les critiques et les rumeurs, avouait-elle, comme s'il n'y avait pas de solution, car le moins qu'on puisse dire est que tous les modèles ont été utilisés. Le silence des allées du pouvoir, les appels à candidature ouverts, les choix politiques, les commissions techniques et jusqu'au renoncement au pouvoir de nommer, transférés à une autorité administrative indépendante dont l'indépendance supposée ne semble finalement rien changer à l'affaire. Elle parle ici du CSA. L'enjeu n'est pas neutre, pourtant, rappelait-elle, car pour l'autorité dépositaire de ce pouvoir de nommer, la critique des nominations est un aliment de cette ère persistante du soupçon qui n'en finit plus d'entourer le pouvoir politique et dont on aimerait pouvoir s'éloigner, mais aussi parce que le déploiement d'une politique publique cohérente dépend grandement de ceux qui dirigent les établissements qui en sont l'instrument. Or, poursuivait-elle, de la qualité du processus de nomination dépend aussi le respect dû aux personnes nommées. Ce n'est pas seulement l'État qui souffre d'une presse critique ou ironique, ce ne sont pas seulement les institutions culturelles et leurs agents qui peuvent se sentir maltraités. Non, ce sont également les personnes nommées qui voient leur autorité et leur légitimité d'emblée égratignée, leur parcours professionnel trop souvent mis de côté, leur ambition et leurs projets oubliés.
Dans leur article du Louvre au Grand Palais, l'influence d'Emmanuel Macron derrière la nomination, qui était paru dans Le Monde le 15 septembre dernier, Roxana Azimi et Cédric Petalunga, que j'ai déjà cité, rappelaient que lors de la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron avait promis de professionnaliser et d'ouvrir les nominations dans le secteur culturel afin qu'elles reflètent la diversité de la société. Près de 5 ans plus tard, écrivait-il, le chef de l'État a respecté peu ou prou sa feuille de route, mais ses méthodes détonnantes ont aussi bousculé, voire fragilisé, ces institutions culturelles. Il semblerait, poursuivaient les auteurs de l'article, que ce micromanagement entraîne aussi une opacité dans le processus de sélection. Donc la martingale du bon processus de nomination semble encore à trouver, c'est pour ça qu'on va en parler ce soir ensemble. Et il y a peut-être urgence, car comme le concluait Laurence Angel dans la revue Esprit, revendiquer le pouvoir de nommer, l'exercer en respectant les personnes et dire l'avenir que l'on veut écrire pour les institutions sont des enjeux importants pour notre démocratie. Alors pour discuter de cette question brûlante d'actualité, c'est toujours le jeu avec les débats, dont l'impact sur les artistes comme sur le public et les professionnels de la culture est si important, j'ai le plaisir de recevoir ce soir deux personnalités de premier plan qui, je pense, ont un avis sur cette question. Claudia Ferrazzi, d'abord, qui est entrepreneuse, qui est actuellement à la tête de Viarte, qui se définit comme une jeune entreprise qui propose d'accompagner les décideurs et leurs équipes en joignant leurs dimensions rationnelles et émotionnelles par l'interaction avec l'univers de la création artistique. Claudia, vous avez aussi été avant administratrice adjointe du musée du Louvre, puis secrétaire générale de la Vietnam-6 et enfin conseillère d'Emmanuel Macron pour la culture et les médias entre 2017 et 2019, après avoir participé à l'élaboration de son projet de campagne en matière culturelle. Et vous êtes actuellement membre des conseils d'administration de la Biennale de Venise, qui cherche en permanence des nouveaux commissaires pour ces différentes manifestations, directeur artistique, pardon, et du Palais de Tokyo, qui recherche actuellement son prochain président. Donc je pense que vous êtes vraiment non seulement compétente, mais dans l'actualité de la question. Et puis, j'ai invité aussi ce soir, puisqu'il y a toujours un artiste que nous invitons à venir donner le point de vue, son point de vue, et porter la parole des artistes sur ces questions qui les intéressent au premier plan. Nous avons invité ce soir Yvan Messac. Yvan, merci beaucoup d'avoir accepté, qui est artiste, peintre et sculpteur, qui a débuté très jeune, en 67, quand il avait 19 ans, et qui s'est illustré dès 69 par un acte manifeste, une grande fresque de papier collé sur les couloirs de la faculté de Nanterre. Et Yvan a aussi participé aux activités après ça du groupe de la figuration narrative dans la première moitié des années 70, ainsi qu'au Salon de la Jeune Peinture, qui est devenu Jeune Création, dont il a été membre du comité en 1974. C'est intéressant dans le cadre aussi de ce soir, parce que ce salon est connu pour son engagement politique, mais aussi parce qu'il se distingue par son mode d'organisation, puisqu'il est entièrement pris en charge par les artistes eux-mêmes. Donc j'ai trouvé que c'était une dimension intéressante à discuter ce soir. Pour le canevas de ce soir, on ne va pas donc, comme j'ai dit, parler forcément de cas particuliers de nomination, mais plutôt ce qui nous intéresse, c'est les processus de nomination, comment ils devraient ou ils pourraient être harmonisés pour, comme je le disais dans le titre même de ce débat, conduire à des bonnes nominations ou les moins mauvaises nominations possibles. Je me suis rendu compte en préparant ce débat que, comme on l'a vu déjà dans cette petite introduction, ça brasse énormément de notions. Donc j'ai fait un petit inventaire, un petit dictionnaire par ordre alphabétique des notions qui sont concernés par ces processus de sélection et de nomination, auxquels je ferai réagir nos invités, qui peut-être d'abord pourront choisir s'ils veulent parler ou pas, puis après je les cuisinerai un petit peu, pour qu'ils disent des choses sur tous ces points importants, et puis ensuite j'espère que dans un deuxième temps, vous rebondirez avec votre propre vision, votre expérience et vos questions sur ces différents points. Alors maintenant, voilà, je vous tends vos micros, maintenant que moi j'ai fini de parler, il faut que vous les allumiez chacun. Voilà, je pense que c'est bien que vous les gardiez allumés en permanence. Et on commence avec la lettre A. J'ai noté âge/expérience. Je note par exemple, ça va nous mettre dans le vif du sujet, que l'appel à candidature pour le poste du président du Palais de Tokyo, qui est actuellement en cours, mentionne, et c'est peut-être une première, en tout cas je ne me souviens pas d'avoir lu ce genre d'exigence, qu'une expérience solide de la direction d'un établissement artistique et culturel d'envergure était demandée pour postuler au poste de président. Mais on vient de voir qu'au Centre Pompidou, par exemple, ou pour le directeur du Musée national d'art moderne, on demandait une personnalité internationalement reconnue dans le
monde de l'art moderne et contemporain, finalement, on a choisi un 19e dont la notoriété ne franchissait pas vraiment les frontières. Et pareil pour Sciences Po, où le directeur qui vient d'être nommé, alors que l'appel à candidature demandait quelqu'un qui avait une expérience de l'enseignement supérieur, finalement on a choisi quelqu'un qui n'en avait pas. Donc les fiches de poste apparemment sont optionnelles, mais qu'est-ce que ça veut dire que ça se soit écrit? Est-ce que c'est bien de demander pour des directions d'établissements, et notamment de grands établissements, une expérience préalable? Et accessoirement, qu'est-ce que vous pensez de cette question de l'âge aussi des candidats ou des gens qui sont nommés? Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je commence par cette question de l'âge et de l'expérience, mais la plupart des choses que vous avez mentionnées demanderaient des réactions diverses et variées, on va y venir. Et les interventions aussi que vous avez citées, je dirais sur l'âge et l'expérience, peut-être rappeler, et alors je ne crois pas qu'il y ait dans la salle des gens familiers avec la direction des ressources humaines dans le monde privé. Mais j'aurais voulu que parmi nous, il y en ait, parce que, en fait, tous les directeurs des ressources humaines vous diraient que les ressources humaines, c'est une science inexacte, et que quand vous définissez une fiche de poste, évidemment, vous fantasmez sur un profil qui n'existe pas dans la réalité, et que en fait tout ce qui se passe après dans le lien de confiance entre un recruteur et un candidat, ce sont des choses qui sont tellement difficiles à objectiver et à décrire a priori que en fait on se tromperait si on partait des fiches de poste pour comprendre la nature des recrutements. Alors ça, c'est pour réagir à votre première partie de question. Moi, ce qui me frappe dans ce secteur, c'est que nous sommes en vase clos, quasiment. C'est-à-dire que nous avons très peu de prise de risque sur de recrutement de profils qui auraient fait les mêmes métiers dans d'autres mondes ou qui auraient fait les mêmes expériences dans d'autres pays, ou qui auraient fait d'autres expériences dans des mondes proches, mais qui seraient par exemple des mondes privés lorsqu'on recrute dans le public ou inversement. Donc lorsque vous êtes en vase clos, cette question de l'âge et de l'expérience se pose différemment parce qu'à chaque candidature, vous avez une liste de personnalités qui tournent et qui ont tout à fait le droit, puisque leur carrière leur permet ça et les invite à ça, tout à fait le droit de retrouver un poste après le poste qu'ils ont perdu. Vous décriviez le jeu de chaise musicale lorsqu'il y a une nomination, quelqu'un qui est dénommé, renommé, etc. Donc, tant que ce système est en vase clos, la question de l'âge et de l'expérience sera toujours un fantasme impossible à retrouver dans la réalité. Donc le slogan « c'est pas une science exacte » qui était un des grands enseignements d'une grande DRH, qui était la DRH du Louvre, malheureusement trop brièvement, mais qui était ma maîtresse sur les questions de DRH pendant longtemps. Ce n'est pas une science exacte, mais je dirais qu'on sait en vase clos, c'est même une science impossible. C'est bien parce qu'on va tout de suite prendre l'alphabet à l'envers. J'avais une question Vivier, donc on reviendra de toute façon sur cette question et je vais faire rebondir Yvan Messac. Mais néanmoins, j'ai envie évidemment de tout de suite poser une question pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Claudia, c'est un vase clos, mais est-ce que c'est pas aussi ce qu'on entend parfois, un vase clos, dans le sens aussi où personne ne sort, puisque si on veut nommer quelqu'un à une place, il faut trouver un poste peut-être même meilleur pour celui à qui on va demander de laisser sa place? Tout à fait. Quand je dis vase clos, c'est exactement l'entrée et la sortie qui sont problématiques. C'est-à-dire que nous avons sur tout un tas... Alors, je dirais, il y a une question générale sur la fonction publique que la réforme en cours essaye de corriger en partie avec beaucoup de défauts, beaucoup de qualités. On ne va pas rentrer dans toute la réforme de la fonction publique qui nous amènerait toute la nuit dans des débats impossibles. Mais quand même, cette question de la longueur des carrières quand vous êtes dans une carrière dans le secteur culturel, elle est particulièrement importante parce que le secteur culturel dans l'administration, contrairement à d'autres secteurs, est un secteur particulièrement étroit et petit. Donc, si je suis nommée administratrice civile du ministère de la Culture et que dans mon esprit et dans ma gestion de carrière qui par ailleurs n'existe pas vraiment, mais on va y revenir, mais si dans mon état d'esprit,
et dans comment les gens me voient et dans la gestion dans l'amorce de gestion de carrière qu'on essaie de faire, je me destine à une carrière de 41-42 ans dans le secteur culturel, c'est un truc à se suicider. Parce qu'en fait, on tourne, c'est trop étroit pour que des talents complets et épanouis puissent faire une carrière complète. Donc, pour s'en sortir, si on ne veut pas que des frustrés, on est obligé d'imaginer l'avant et l'après secteur culturel, c'est-à-dire accueillir avec faveur, intérêt, curiosité des gens qui viennent d'ailleurs et soutenir ceux qui veulent en sortir pour faire autre chose. Moi, actuellement, l'état d'esprit actuel, c'est que quand on veut prendre quelqu'un qui vient d'ailleurs, on a un avis négatif de baronnie constituée qui n'accepte pas la diversité et l'aération du secteur. Et quand on veut en sortir, vous avez un tampon collé, tu as été viré, tu ne peux plus rentrer. C'est ce qui m'est arrivé là dans 2-3 articles, alors que j'ai dit au président de la République que je voulais constituer une société. Et donc, c'est ça la réalité, c'est que cette aération n'est pas rentrée dans l'état d'esprit des carrières culturelles. Et cette aération est indispensable, et tant qu'elle n'existera pas, ça sera un vase clos. Et dans le vase clos, la DRH est un jeu impossible qui ne peut pas être professionnel, quoi qu'on dise de toute votre liste de questions passionnantes. Voilà. C'est bien, alors c'est aération, on reste à la lettre A, donc ça me va. Alors Yvan voulait réagir sur cette question de l'âge et de l'expérience. Oui, sur la question d'âge et d'expérience, je pense que, comme dans le CID, enfin, la valeur n'atteint pas le nombre des années, donc on peut imaginer qu'il y a des gens qui sont parfaitement capables, même à 20 ans ou à 22 ou 23 ans, de diriger des conseils ou des lieux de culture, etc. Je pense que si on imagine que je ne sais pas quel est l'âge pour être député, minimum, je crois que c'est 25 ans. Donc si à 25 ans on peut être député, on peut aussi... 23, alors c'est encore plus jeune. Donc, puisque la limite d'âge aussi descend, moi j'ai connu le vote pour les jeunes gens à 21 ans, puis à 18 ans. Maintenant, on parle de le faire à 16 ans, c'est qu'on estime que ces jeunes gens seraient responsables. Je ne dis pas que je le crois, monsieur. Je dis que la société semble l'estimer. Donc, si on pense ça, on peut donc confier aussi des administrations diverses et variées à des gens très jeunes. Et je suis d'accord que ça serait bien qu'ils viennent de tous horizons. Et ce que vous venez de dire est tout à fait instructif pour moi, car je n'y connais rien. Je dois dire que c'est ça mon avantage. C'est que je peux imaginer comme ça, béatement, que si on le décidait, on pourrait le faire. Et je vois bien qu'il y a plein de freins administratifs. Mais c'est bien ce qui m'inquiète. Et sur l'âge, alors je voudrais dire aussi autre chose, c'est que toutes ces questions-là, elle semble être posée pour le bien-être de l'administration elle-même et des institutions elles-mêmes. Moi, je dis, en quoi ça concerne les artistes ? Quel est l'intérêt, pas forcément d'ailleurs les artistes, oublions les artistes, mais la culture en elle-même. C'est-à-dire, pourquoi on irait chercher des gens de plus d'expérience en quoi, ou plus jeunes, ou moins jeunes ? Quels sont, de toute façon, tout critère de choix, comme nous l'a bien montré l'exposé de Stéphane, et ne fonctionne pas. La notion même de choix en elle-même suppose qu'il n'y a que des mauvais choix, car ça n'existe pas le bon et le mauvais qui seraient comme ça antinomiques. Non, il n'y a que des mauvais choix qui parfois s'avèrent meilleurs. Ben, c'est tout, et c'est comme ça que je le vois, et je souhaiterais effectivement, comme vous l'avez indiqué, que le choix soit plus ouvert aussi internationalement, qu'on ne soit pas là en train de s'enfermer, et que les personnes qui sont concernées, par exemple qui ambitionnent d'être directeur d'une école des beaux-arts ou une chose comme ça, aient le courage d'aller se présenter à l'étranger, où il y a d'autres écoles, peut-être prêts à les accueillir. Voilà. Enfin, dans mon expérience personnelle, et relativement jeune d'ailleurs à l'époque, les rares fois où j'ai eu des postes d'enseignement ou de responsabilité, ce n'a été que par cooptation, y compris au Salon de la Jeune Peinture, puisque tu y faisais allusion tout à l'heure, qui était pourtant un salon très démocratique, ce qui prouve que de temps en temps, la cooptation est le signe de quelque chose de positif.
Très bien, merci mon cher Yvan. Alors j'avais comme deuxième point appel à candidature et je vais le joindre avec le quatrième qui était déclaration de candidature. Parce qu'en fait, on a parlé de ces fiches de poste qui sont indicatives mais qui néanmoins sont rédigées à l'impératif. On pourrait écrire « vous pourriez disposer d'une expérience » ou « disposer d'une expérience serait un atout ». Non, on écrit « vous disposez d'une expérience ». Moi, personnellement, quand je lis ça, n'ayant aucune expérience, je ne réponds pas. Mais après, je me rends compte que j'aurais peut-être dû. Mais il y a aussi la question, donc, est-ce que ces appels à candidature sont des vrais appels à candidature parce qu'on cherche à cette aération dont Claudia parlait, ou est-ce que c'est une illusion de transparence qu'on veut donner? Est-ce que les candidatures, on les suscite? Est-ce qu'on les réclame? Est-ce qu'on promet des choses? Et puis, j'y ai joint déclaration de candidature parce que c'est aussi quelque chose qui revient très souvent. Est-ce que le fait de se déclarer ne fragilise pas les candidats, notamment si leur candidature est annoncée dans la presse, soit parce qu'ils dirigent une autre structure et qu'ils peuvent à ce moment-là paraître s'en désintéresser, être déjà ailleurs, vouloir autre chose, soit qu'ils évoluent dans le privé, où leurs patrons et actionnaires peuvent prendre ombrage de leur candidature. Alors, pour cette question de l'appel à candidature et de la déclaration de candidature, Claudia. Alors, toujours dans le C, ce qui m'intéresse aussi, c'est cooptation, parce que je trouve que voilà, vous avez lancé une piste très intéressante. Alors, si on reste dans le formalisme de la candidature, alors pourquoi je fais cette introduction si on reste dans le formalisme? Parce que alors là, pour le coup, au lieu de vous faire avancer, je vais vous faire reculer. Donc, nous sommes dans la Ve République, qui, en fait, dans laquelle le président de la République a à peu près le seul pouvoir en matière culturelle est un pouvoir de nomination. En sachant que dans cette affaire, le président de la République s'engage sur un programme, notamment en matière culturelle, et c'est lui qui met sa tête sur ce programme, qui s'y engage et qui est redevable auprès des citoyens, de tous les citoyens, dans la réalisation de ce programme. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, quels sont ces leviers? Alors, je vous le décris pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, mais le président de la République, à l'Élysée, il a une personne, c'était moi, aujourd'hui c'est ma successeuse. C'est une personne sur l'ensemble du secteur culturel et audiovisuel, donc 7 milliards et demi de dépenses publiques. Ça signifie en fait que, bien évidemment, il n'y a aucune capacité exécutive à l'Élysée. La capacité exécutive, elle est déléguée au gouvernement, Premier ministre et ministre de la Culture, qui réalisent le programme, mais qui n'a pas été élu sur ce programme culturel. Donc, le président, dans les actes qui lui permettent de réaliser la politique culturelle de son programme, en premier vient le pouvoir de nomination. Il n'y en a pas 50 000 autres. Si vous voulez, on peut les lister. On va dire que celui de nomination, il est de loin au premier rang des pouvoirs qu'il a pour s'assurer que le programme est réalisé. Alors, vous avez compris que moi, dans ce cadre, ce qui ne me choque absolument pas, c'est qu'il prenne ce pouvoir et qu'il l'exerce. Parce que c'est la seule manière pour lui de permettre la réalisation de son programme. Première chose. Alors maintenant, comment il l'exerce? Et c'est là où on vient aux candidatures. Donc pour moi, du coup, il y a forcément une relation de grande confiance entre le ministre, le président et les candidats. Et la confiance dans une nomination est une confiance qu'il est très difficile d'objectiver. Et ça, vraiment, tous les DRH vous le diront. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une relation qui est une relation où rentrent des aspects qui sont malheureusement pas à peser sur une balance totalement objective, et que vous avez certainement tous eu l'expérience d'avoir à choisir entre deux personnes, et votre instinct, votre envie de travailler avec l'un l'emporte sur l'autre, et vous savez qu'avec l'un, ça se passera mieux qu'avec l'autre. Donc il y a un aspect totalement non objectivable qu'il faut prendre en compte et accepter dans le processus de nomination. Et dans les bons processus de nomination, pour moi, cet aspect non objectivable, il est totalement assumé. C'est pour ça que je souris quand il y a des fiches de poste qui sont visiblement
écrites pour ne pas être respectées. Et ça me fait sourire quand il y a en fait un appel à candidature où on demande à tout le monde de se déclarer, alors qu'on sait très bien qu'il y en a d'autres qui se déclareront jamais, et que si on avait dû attendre sa candidature, des personnalités, je dis un nom au hasard, comme Henri Loiret, n'auraient jamais été ni président du Louvre, ni président d'Orsay. Parce qu'Henri Loiret n'aurait jamais candidaté sur rien. Donc je souris parce que je ne voudrais pas qu'on ait un débat naïf. Il y a un côté très subjectif dans l'acte de nomination qu'il faut totalement assumer. Donc il faut peut-être arrêter de prendre les gens pour des naïfs et écrire le nombre d'années d'expérience et demander aux uns et aux autres de candidater quand on sait qu'en fait on met en difficulté quelqu'un dans l'expression d'une candidature, et assumer un côté un tout petit peu personnel et de confiance. Oui, surtout qu'on en parlait juste avant de monter sur l'estrade, mais par exemple, on a un président de la République à qui on a pu reprocher de ne pas être élu local avant, à qui on a pu reprocher sa jeunesse, son manque d'expérience d'une certaine dimension, voire même son absence de projet, qu'il avait pourtant théorisé, toutes choses qu'on demande aujourd'hui à des directeurs d'établissements culturels. Alors, Yvan, sur cette question effectivement des candidatures, peut-être que vous avez eu des expériences de professeur, donc de recrutement aussi, de peut-être même de candidature vous-même. Comment est-ce que vous avez vécu ces choses-là en tant qu'artiste ? Oh ben oui, dans mon parcours, il y a des choses comme ça aussi. Ben, je vous écoutais avec beaucoup d'attention. J'avoue que je ne comprends pas tout, mais pourtant vous parlez un français impeccable. Et alors, mais non, c'est parce que des choses m'échappent. C'est juste, ça ne tient pas à vous, ça tient à moi. Mais malgré tout, j'entendais une chose très intéressante dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire le fait que si on dit, voilà, il y a un poste, alors on a mis des critères, on a mis des tas de choses, n'importe qui peut se présenter ou presque, on sent bien que ça va entraîner des difficultés insurmontables et que, effectivement, lorsqu'on ouvre un poste ou qu'un poste se libère, chacun des responsables divers du secteur a une idée sur la personne qui pourrait correspondre au poste. Et donc, pourquoi on ne se limite pas à faire un appel restreint, à dire, bon, ben voilà, on a remarqué qu'il y avait 4-5 personnes qu'on connaît, même si elles sont au-delà, outre-Atlantique ou ailleurs, et on leur demande si elles seraient candidates, et dès qu'on en a réuni les 5 qui nous semblent à peu près potables, ou sinon formidable, eh bien, à ce moment-là, un jury ou je ne sais quel système peut choisir celui qui leur semble mieux correspondre. Et avec les facteurs que vous soulignez, qui sont tout à fait justes. Moi, si je monte une entreprise et que je trouve que mon frère est vachement bien pour m'accompagner, je fais plus appel à mon frère qu'à un gars que j'ai jamais vu de ma vie. Bon, ben, c'est des choses très simples et humaines, et surtout, on ne voudrait pas que ça disparaisse, cette dimension-là, au nom d'une soi-disant justice qui viendrait de critères écrits à l'avance. Je crois que nous sommes dans une société qui réclame beaucoup de transparence et que c'est à tort. Voilà ce que j'ai à vous dire. C'est-à-dire, je pense que la transparence nous fait du mal. Non pas la transparence de choses simples, mais il y a des choses qui doivent être... Le secret est une vraie valeur dans le monde. Et si on le jette à la poubelle, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, on est dans une assez grande transparence avec des confusions, mais on sait tout, sur qui va, qui ne va pas. Bon, j'arrête de vous dire là quelque chose qui est simplement de l'ordre de l'opinion, et j'en reviens à la question que tu me posais, sur savoir, oui, j'ai eu des expériences diverses et variées. Et par exemple, sur l'âge, je pourrais répondre. Moi, j'ai remarqué que, quelle que soit ma modeste carrière, eh bien, depuis quelques années, je préfère ne pas candidater à des choses diverses, par exemple à 1%, ou si j'avais envie de faire autre chose, car je sais que mon âge m'a ringardisé tranquillement. Et donc, oui, c'est ça. Vous savez, les septuagénaires, c'est plus de la jeunesse. Hein. Donc c'est une chose évidente, nette. 2-3 fois, je me suis laissé tenter parce qu'on m'avait dit tu devrais, etc. Et j'y renonce immédiatement
parce que j'ai compris que le refus était beaucoup plus blessant. Bon, par ailleurs, tout à l'heure, tu évoquais le salon de la jeune peinture, où il n'y avait en principe que des très jeunes gens. Enfin, disons que ça allait quand même jusqu'à des gens, des quadragénaires au moins. Mais des jeunes gens comme moi, quand je suis arrivé au salon, on pouvait quand même se faire entendre. C'est-à-dire que là, c'est un petit groupe, donc un petit groupe fonctionnant pratiquement qu'en assemblée générale, avec malgré tout un comité qui prenait des décisions normalement conformes aux souhaits de l'assemblée générale. Donc on voit bien que la conformité, il y a toujours des chemins sinueux, et donc je suis heureux d'entendre que, au fond, ce n'est pas simple, qu'il n'y a pas de formule, et que malgré tout, nous pouvons agir, parce que on pourrait penser, après l'exposé de Stéphane, que la société est totalement empêtrée dans ces, ou soit jeux de chaises musicales, soit alors elle est un peu empêtrée, c'est vrai, des fois dans des textes tellement compliqués, des exigences telles que on ne sait plus qui peut candidater ou pas. Bon, ça c'est vrai, mais on peut simplifier. Mais la simplification administrative, on nous en parle dans bien des domaines, et rarement, ça n'amène jamais qu'à faire un millefeuille, comme on dit, supplémentaire. Donc je suis assez sceptique, mais je suis confiant quand même, c'est ça. Et je ne pense pas qu'il y ait à trouver un chemin particulier, mais sinon à restreindre le nombre des candidatures, car c'est pas possible d'aller à l'infini, quoi. D'ailleurs, je voulais juste rebondir là-dessus sur la cooptation. J'ai entendu effectivement dans l'émission À Voix Nue sur France Culture, Henri Loiret racontait comment il avait été choisi par Pierre Rosenberg lui-même, voilà, qui lui a dit un jour au Louvre, lui a dit: maintenant, je pense que ce serait bien que ce soit vous qui me succédiez. Enfin, c'est ce qu'il raconte, et c'est ce qui est advenu. Et pour rebondir sur ce que disait Yvan, effectivement, c'est une des solutions qui parfois est faite pour être une alternative à ce processus d'appel à candidature, de déclaration de candidature, etc. C'est effectivement qu'une sorte de comité des sages donne 3 noms, par exemple, au président de la République, qui auditionne directement ces 3 personnes qui ne se sont pas déclarées et qui donc a priori ne se trouvent pas mal dans leur emploi actuel, et qu'ensuite ils prennent cette décision. C'est effectivement une chose qui est parfois évoquée. Peut-être, est-ce que je peux rebondir sur quelque chose d'important qui est un autre C, hein, donc je ne te sors pas de la ligne, c'est la confidentialité, parce que je pense qu'en fait, quand je regarde dans d'autres pays, lorsqu'on fait appel à des chasseurs de tête professionnels, c'est essentiellement pour sortir de la discussion et du débat trop transparent qui a lieu dans nos administrations, qui n'arrivent pas à garder la confidentialité des échanges et qui donc rendent impossible toute candidature de personnalité qui serait mise en difficulté par une candidature publique. Et donc ça, nous, on a un peu de mal à faire appel à des chasseurs de tête, mais ça serait la seule et bonne raison, ça serait celle-ci, c'est parce que dans l'administration, malgré toutes les tentatives qu'on a faites, il est impossible de garder une liste de candidats confidentielle. Alors ça nous amène peut-être à la lettre D. J'avais noté décision. Comment la décision est-elle prise? Quelles sont les prérogatives respectives de la rue de Valois, de Matignon et de l'Élysée? Et sans doute faudrait-il multiplier ces échelons. Et ça nous ramène à la confidentialité, parce que ce qu'on entend très souvent, ou ce qu'on lit dans la presse, ou ce qu'on entend de la part des candidats, c'est « mon nom a été sorti par le ministère de la Culture, mon nom a été sorti par Matignon, mon nom a été donné à la presse par l'Élysée », puisque finalement, alors je ne sais pas qui décide, donc Claudia, vous disiez qu'il fallait sans doute pour vous mieux assumer le fait que c'est le président de la République qui décide, mais aujourd'hui justement cette espèce de chaîne dont on a l'impression qu'elle doit s'aligner pour aboutir à une nomination, d'abord peut-être parfois est suspectée de favoriser des choix assez moyens, puisque pour mettre d'accord 10 personnes, forcément ça enlève un certain nombre de profils peut-être un peu plus qui seraient des prises de risques, et d'autre part effectivement ça nuit aussi peut-être à la confidentialité. Je vais passer pour un dictateur. À côté, Emmanuel Macron va paraître l'anarchiste de service. En fait, moi, je pense bien évidemment qu'il y a beaucoup trop de monde. Je reprends mon idée de relation de confiance. Nous ne pouvons pas avoir une relation de confiance avec 14 personnes différentes. Alors, j'ai compté, ce n'est pas un chiffre comme ça. Donc, il faut un conseiller technique, un conseiller sectoriel au ministère de la Culture,
le directeur cabinet du ministre de la Culture, le ministre de la Culture, le conseiller sectoriel de Matignon, le chef du pôle de Matignon, le directeur de cabinet de Matignon et le Premier ministre. Et ensuite, ça passe à l'Élysée, le conseiller culture, le secrétaire général adjoint de l'Élysée, le secrétaire général de l'Élysée et le président de la République. Voilà. Donc, comment voulez-vous qu'il y ait une relation de confiance avec qui que ce soit dans une relation de tête-à-tête? Et quand, à l'Élysée, nous avons essayé de rebâtir la discussion tête-à-tête entre le président et le candidat, on nous a dit, c'est la dictature, voilà. Mais c'est totalement ça, c'est la seule manière de sortir de ça, c'est d'assumer totalement la relation personnelle entre une personne. À mon avis, il devrait y avoir 3 personnes, le président de la République, le candidat et le ministre de la Culture. Et à la limite, déjà, être en confiance avec 2 personnalités comme le ministre de la Culture et le président, c'est déjà compliqué. Mais dès qu'il y a une 4e personne, là, c'est pas possible. Alors, à quoi servent les autres dans mon état d'esprit? À mon avis, il faudrait qu'il y ait une recherche beaucoup plus vaste et beaucoup plus professionnelle pour alimenter un vivier différent. C'est-à-dire, à quoi servent tous les autres conseillers? C'est pour aller piocher dans des mondes que nous ne connaissons pas. Et donc, comme vous disiez, si je connais que mon frère, je trouve ça super bien et je recrute mon frère, mais il suffit d'élargir ce champ des gens qu'on connaît bien. Et comment on fait pour l'élargir? Il faut faire un travail sérieux où, en fait, on va, dans les établissements, faire monter une génération qui est en train de donner des résultats positifs, qui est peut-être plus discrète, qui fait peut-être monter des personnalités qui ne sont pas mainstream, qui font de la recherche, qui font des choses qui intéressent l'avenir de nos établissements et peut-être pas le passé, qui sont peut-être plus loin parce que soit à l'étranger, soit dans des secteurs proches, mais pas tout à fait dans le strict secteur culturel, etc. Ça, c'est un boulot, pour le coup, un boulot de professionnel, où en fait, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question d'aller établir un vivier qui est large, diversifié, où les questions de parité sont posées de manière sérieuse et non pas des symboles qu'on balance. Il faut une présidente femme d'un côté, un machin homme de l'autre. C'est des questions sérieuses qui sont l'alimentation d'un vivier. Alors là, il y a des grands professionnels pour faire ça. Je pense que le conseiller culture du président de la République, tout comme à Matignon, tout comme quelqu'un au ministère de la Culture, devrait être recruté parce qu'il ou elle sait faire ça. Mais là, on parle de nomination à des niveaux relativement hauts, quoi, si je puis dire. Parce que des nominations dans le monde de la culture, il y en a beaucoup. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui intéresse directement les artistes, c'est pas tellement de savoir qui va présider au Louvre. Bon, à moins que certains aient des ambitions dans l'avenir. Mais c'est beaucoup plus des choses qui sont terre à terre. Et je voudrais juste donner un exemple positif de choix. Par exemple, la présence d'artistes dans les commissions de 1%. J'ai moi-même siégé pendant quelques années au ministère, à la commission du 1% du ministère des Finances. Et j'ai pu constater une chose qui me semblait positive, c'est que la parole des artistes, de l'artiste en l'occurrence présent, était très écoutée. Parce que les autres membres de la commission, y compris les représentants du ministère, d'abord parce que décemment, ils n'osaient pas trop dire à l'artiste qu'il pourrait se tromper. C'est bien légitime. Et puis, par ailleurs, les membres de l'administration du ministère des Finances ne se disaient pas incompétents, mais en même temps, ils étaient prudents. Le chef du futur établissement, qui a un grand mot à dire, avait envie de le dire et parfois il le disait. Mais au bout du compte, lorsque l'artiste se prononçait, non pas selon des critères de goût, du genre que ça lui plaise ou pas, on s'en fout d'ailleurs, mais essayer de comprendre en quoi la proposition du 1% était une dépense juste des finances de notre argent à nous, en quoi elle permettait vraiment une certaine forme ou d'embellissement ou de questionnement
une fois placés dans l'établissement ou dans l'intervention sur l'établissement lui-même. Si les artistes, et je crois que beaucoup en sont capables, ont cette grande distance et ne pensent pas que leur ego est en cause lorsqu'ils siègent dans une commission, eh bien, on arrivait à des résultats très positifs et en particulier satisfaisants pour l'artiste en question, parce que c'était souvent la façon dont il avait indiqué de faire le choix qui était véritablement fait. Merci Yvon. On reviendra d'ailleurs sur cette question de savoir s'il faut des artistes à la direction d'établissements culturels dans le champ des arts visuels, puisque dans beaucoup d'autres champs c'est habituel. Mais on suit un petit peu toujours notre alphabet. On n'a pas de limite d'âge et je voulais vous donner quelques éléments pour qu'on conclue sur ce sujet. D'abord, j'ai noté que si des fonctionnaires atteints par la limite d'âge étaient contraints de quitter leur poste, dans le champ des arts visuels, très souvent, on leur demande ensuite de retravailler pour l'État, où ils se retrouvent dans la situation possible depuis Nicolas Sarkozy de cumuler l'emploi et la retraite. C'est le cas de Bernard Blisten, qui, s'il n'a pas pu être nommé, comme il le souhaitait, directeur de Canal à Bruxelles, a repris du service, là notamment par exemple pour s'occuper de la commande Monde Nouveau, mais aussi de Jean-Hubert Martin, d'Alfred Pacman, de tous ces grands conservateurs qui continuent largement de travailler pour l'État, alors que l'État les a mis à la retraite, ce qui ne manque pas d'interroger un certain nombre d'observateurs. A contrario, maintenant, si cette limite d'âge s'applique de manière assez stricte, même si personne n'y comprend rien, parce qu'il y a, est-ce que vous avez eu des enfants, est-ce que vous avez commencé là, est-ce que vous êtes un fonctionnaire territorial ou national, c'est assez compliqué, mais disons, c'est autour de 65 ans. Quand même, on va dire, mais on peut noter que quelqu'un comme Alain Flécher, qui est un artiste, est directeur du Frénois depuis son ouverture en 1997 et qu'il a aujourd'hui 77 ans, ou qu'à 80 ans, Jack Lang a été reconduit en 2020 pour 3 ans à la tête de l'Institut du monde arabe. Ça, c'est pour la question de la limite d'âge. Mais je voudrais lier aussi celle de la durée des mandats, qui malgré tout est aussi connexe, puisque par exemple, certains s'étaient émus quand Jean Loisy a été nommé à l'École nationale des beaux-arts de Paris il y a 3 ans, que ce serait son dernier poste, qu'il avait à peine 4 ans avant d'atteindre la limite d'âge et qu'il ne pourrait pas projeter l'école dans l'avenir, ce que certains avaient écrit. C'est pas mon avis, mais je dis juste que ça a été énoncé. Donc je voudrais rappeler, c'est encore une question très complexe, la durée des mandats, mais je pense que Claudia, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, mais ce que il me semble être le cadre général, c'est qu'un décret de 2015 a instauré un mandat de 3 ans comme mandat dit de droit commun, à l'époque pour 59 dirigeants d'établissements publics culturels, et le nombre de mandats successifs étant à ce moment-là limité à 3, soit 9 ans. Pour un certain nombre de grands établissements, considérés comme plus importants, devant se projeter dans un temps plus long, comme le Louvre, le musée d'Orsay, mais aussi la Bibliothèque nationale de France ou la Comédie Française, l'Odéon, la Colline, etc., la durée du premier mandat est de 5 ans, et il peut être reconduit ensuite pour 3 ans, peut-être même plusieurs fois, ou une seule fois, 2 fois. Voilà. Donc c'est ou 9 ans ou 11 ans comme maximum. Ça, c'est pour la durée des mandats et pour la limite d'âge avec les exemples que j'ai donnés. Est-ce que vous avez Est-ce que ça, pour vous, ça évoque quelque chose de plus ? Alors, moi, je trouve que ce décret a mis un peu d'ordre dans les durées des mandats. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Si j'avais pu l'influencer à l'époque, ce qui n'était pas le cas, j'aurais en fait mis un premier mandat de 5 ans, quelle que soit la taille de l'établissement. Parce que porter un projet, quelle que soit la taille, est un projet du temps long est nécessaire pour donner à l'équipe et au projet un sens. Et je pense que l'État a une vraie responsabilité là-dessus, dans un monde où on est dans le court terme et on regrette et on essaie de porter les grands patrons dans le secteur privé à penser au long terme. Moi, je trouve que si on commençait par nos établissements publics, ça serait une bonne chose. Donc, c'est très bienvenu d'essayer d'avoir un rythme et une visibilité pour tout le monde. Donc, 3 mandats, ça me paraît un bon timing. Moi, j'ai des expériences comme ça, très concrètes sur les établissements dans lesquels j'ai travaillé, c'est-à-dire le plus gros du ministère, le Louvre, et puis le plus petit, qui est l'Académie de France à Rome, et puis la vision générale quand j'étais à l'Élysée. Il me semble un mandat d'une dizaine d'années, autour de 10 ans, permet à un responsable de déployer un projet sans avoir la fatigue et le tourner en rond qui devient assez automatique
après 12-14 ans, et d'ailleurs les responsables eux-mêmes s'en rendent compte et souvent font un pas en arrière. Dans mon expérience, mais je vous parle vraiment d'une toute petite expérience pour deux établissements très très différents et pour ce que j'ai pu observer, je trouve qu'une dizaine d'années permet un déploiement sans droit de propriété sur un établissement qui s'épanouit et qui réalise le projet culturel d'un patron. Donc, on ne devrait pas nommer un nouveau poste, d'après vous, quelqu'un de plus de 55 ans. Alors, la question, alors évidemment, faire une règle générale serait bête. Moi, je trouve que on a été un tout petit peu trop proche des textes pendant longtemps. Alors, je ne sais pas l'anarchie que je souhaite, mais quand quelqu'un arrive à 63 ans, qui est une manière de lui faire terminer, de partir à la retraite en ayant fait les 2 dernières années dans le même établissement, ça ne me paraît pas choquant. Et qu'en revanche, quand quelqu'un a 60 ans et qu'il a envie de se projeter parce qu'il est particulièrement légitime dans un établissement, lui permettre de déployer un mandat complet ne me paraît pas choquant non plus. J'ai l'impression qu'en fait, cette sorte d'appel à la transparence, à des règles qui s'appliquent pour tout le monde, a juste oublié de nous rendre un peu intelligents dans l'application de ces choses-là, qui sont quand même des choses liées aux humains, quoi, donc par définition imparfaites, et comme la vie, etc. Alors, toi, tu dis après, les gens, après la limite d'âge, ils reprennent du service. Là aussi, en fait, un fonctionnaire qui part à la retraite parce qu'il est atteint par la limite d'âge, et pour la question des vases clos dont on parlait tout à l'heure, tant mieux qu'il y ait à un moment donné une obligation de laisser la place à d'autres qui arrivent. Mais en revanche, qu'on juge utile de le récupérer pour des postes plus de confiance, où il y a un choix, où il a un aura, etc., pourquoi pas, enfin, ça ne me choque pas. Là, ce qui me choque dans les exemples que vous avez cités, c'est plutôt cette question de monopoliser un secteur entier. Et ça, je reviens à la question de la diversité, de la largeur du vivier. C'est-à-dire, je ne peux pas dire la loi sur un secteur pendant 35 ans. Ça me pose un problème, quel que soit le secteur. Si on parle de la musique, on parle de la musique, des arts plastiques, on parle des arts plastiques, de la peinture du 18e, je dirais la même chose. Notre société est allergique, parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, je prends un exemple extrême, c'est le musée du Quai Branly. Le musée du Quai Branly, il a traversé une période où on a eu besoin de changer tout un logiciel. Comment aurait-on pu faire s'il n'y avait pas eu une génération et un vivier qui heureusement avait été créé par le fondateur du musée, qui a pris la relève derrière. Donc c'est vraiment des questions de société qui doivent suivre l'évolution de la société et donc qui doivent s'appuyer sur un vivier ouvert. Très bien, ça me paraît très, très clair. Alors je vais enjamber là encore un peu l'alphabet pour lier deux notions dont on a déjà parlé, et peut-être d'ailleurs Yvan voudra réagir le premier. C'est la diversité. Alors c'est deux questions qui sont au cœur de la société, au cœur des débats, et pour lesquelles peut-être l'image du quinquennat qui s'achève peut être jugée positive ou brouillée. C'est la diversité. Il y a eu des nominations assez emblématiques. Vous parliez effectivement du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, mais on peut parler aussi du Palais de la Porte Dorée ou du Théâtre national de la danse à Chaillot, qui sont des nominations fortes, emblématiques, de personnalités représentant la diversité. Et la parité, dont on a pu penser parfois qu'on ne suivait pas bien la logique des nominations de ce quinquennat en la matière. Il ressort d'après l'Observatoire 2021 de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture, par exemple, qu'aujourd'hui 68% des musées nationaux sont dirigés par des femmes, contre 41% en 2016, ce qui est considérable. Donc ce sont deux notions qui aujourd'hui sont importantes, et vous semble-t-elle d'abord importantes, et prises en considération suffisamment dans les processus de nomination. Mon cher Yvan. Oui, alors là, Stéphane, je sens que tu t'attaques à mes convictions personnelles. Non, parce que je n'ai pas à avoir un avis particulier. On a bien compris que je connais mal comment fonctionnent les grandes institutions et
et qui sont leurs responsables, j'ai une vague idée. Mais si on constate des choses comme celle-ci qui sont plutôt positives, de voir que fond, il y a beaucoup plus de femmes à la tête des établissements que d'hommes aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, ben, c'est rassurant. Ça voudrait dire que dans quelques années, on pourra se passer des règles de parité. Elles seront acquises de fait et on s'intéressera avant tout aux compétences. Et c'est l'essentiel. Ce qui ne veut pas dire que pour le moment, il ne faille pas rendre les choses plus ou moins obligatoires. Voilà. Mais je n'ai pas d'idée de savoir si, à la tête d'un établissement public, une femme ou un homme a disons des qualités supplémentaires ou moindres. Donc, ce n'était pas vraiment toute ma question. En fait, la question, c'était par exemple, c'est vrai qu'il y a des nominations emblématiques. On dit d'ailleurs, et les féministes, pour le coup, souvent le relèvent comme un peu simpliste, mais dire, pour la première fois, le Louvre va être présidé par une femme. Par exemple, ça a été considéré comme une... Non, mais je ne donne pas de mon avis, je dis ça a été considéré comme quelque chose d'important. À l'inverse, au Centre Pompidou, où il n'y a eu qu'une seule femme qui a été présidente et jamais de femme directrice du musée, par exemple, le milieu attendait plutôt une nomination au moins d'une femme quand il y a une nomination simultanée comme ça d'un président et d'un directeur du musée et certains encourageaient un ticket qui n'a pas eu lieu. Est-ce que c'est dommage? Est-ce qu'on aurait dû un peu se forcer, même si bien entendu on pourrait dire qu'il faut la meilleure personne à la meilleure place et que le nombre de femmes est peut-être suffisant aujourd'hui à la tête des musées par exemple, mais est-ce que cette question aurait dû simplement être prise en considération? On peut pas tout faire en même temps. Alors si on regarde la statistique, cette nomination-là n'a pas d'importance puisqu'elle rentre dans les 41%. Hein. Et puis, si on voit ça d'un autre point de vue, on dit, tiens, pour une des premières fois, c'est un conservateur de musée qui a été nommé à la tête d'un établissement. Est-ce bien, est-ce mal? On pourrait penser, par exemple, j'en reviens toujours à ma position en tant qu'artiste ici, et non pas quelqu'un qui connaît l'administration, je dis, ça pourrait nous paraître sympathique que quelqu'un qui connaît bien ou mieux le monde de l'art que l'ancien président, par exemple, soit nommé à la tête du Centre Pompidou, puisqu'il s'agit en plus d'un musée d'art contemporain, et donc de quelqu'un qui connaît l'art vivant. C'est très intéressant. On sait que certains ministres, par le passé, quand ils ne connaissaient pas des domaines comme la musique, par exemple, se sont empressés d'aller voir M. Bell qui les a formés, et c'était un vrai bonheur que de savoir des choses comme ça. Donc moi, je me satisfais de savoir, par exemple, en tant qu'artiste, et je ne connais pas particulièrement bien à titre personnel, un tout petit peu, mais vraiment ce n'est pas un de mes amis, c'est juste une connaissance, M. Lebon, mais je préfère cette nomination-là concernant les arts plastiques. Alors, bien entendu, il pourrait aussi arriver que quelqu'un venant totalement d'ailleurs se révèle, parce que je crois beaucoup à ça, je ne crois pas qu'on soit spécialiste, mais j'aime bien que ce soit quelqu'un du terrain. C'est-à-dire, on m'aura envoyé un directeur de théâtre, j'aurais cru tout autant. Il faut rappeler d'ailleurs que le Centre Pompidou n'est pas qu'un lieu d'art plastique, c'est un lieu aussi de spectacle vivant, c'est aussi une bibliothèque, c'est aussi un lieu de musique. Exactement. Voilà. Claudia ? Alors là, je ne voudrais pas jouer l'avocat du diable à tout prix parce que pour le coup, vous paraissez vous satisfaire de cette situation. Moi, la question, la place des femmes dans les nominations de dirigeants est une question visiblement qui ne se pose pas, mais est-ce que pour autant, les nominations qui sont réalisées actuellement permettent à des personnalités qui représentent la diversité de la société, d'atteindre les sommets du monde culturel? Je ne le crois pas. Alors, évidemment, déjà la question homme-femme, si elle est réglée, c'est déjà un bon pas. Mais il me semble que nous gardions un énorme problème d'origine socio-professionnelle de nos dirigeants d'établissement et que du coup, je ne saurais pas me satisfaire d'un satisfecit sur cette question en disant ok, maintenant on a dépassé la parité, parce que pour moi la diversité ça ne veut pas dire qu'on a un noir à la tête du musée du Quai Branly et une femme à la tête du Louvre. La question est extrêmement plus complexe
Je pense que nous avons des schémas aujourd'hui de cooptation dans les carrières et d'absence de travail sur le vivier dont on parlait, qui font qu'en réalité, nous recrutons dans un tout petit monde qui reste un tout petit peu trop, à mon sens, fermé sur lui-même. Et que c'est la question évidemment plus difficile. Je voudrais faire part d'une autre expérience personnelle. J'ai été pendant un certain temps professeur de sculpture à l'Université de Montréal. Et donc, les universités américaines ne fonctionnent pas du tout comme la nôtre, et encore moins au Canada, et on ne peut être nommé que si on remplit des critères, justement, de différence par rapport à d'autres enseignants. C'est-à-dire que si le poste, s'il n'y a pas d'Amérindiens, par exemple, dans l'équipe, et que le poste est ouvert, et donc un sculpteur amérindien pourrait prétendre, alors c'est lui qu'on choisira. On sait bien que cette diversité, elle est formidable, et c'est surtout la mixité qui est formidable plus que la diversité. La diversité, elle doit alimenter une mixité. Si c'est juste qu'on se rencontre sans se mélanger, alors c'est pas très intéressant. Mais parce que je ne pense pas que ce soit non plus très bon d'avoir que des critères après sélectifs par rapport à des groupes dont on est originaire ou auxquels on appartient. C'est vraiment quelque chose d'insupportable. Et je vais vous dire pourquoi je le dis. Parce que moi-même, si j'ai pu occuper ce poste à l'Université de Montréal, c'est parce que j'étais français. Ce qui créait une singularité par rapport aux autres professeurs du département art de l'Université de Montréal. Voilà, ça prouve bien que, alors je ne dis pas que c'était un bon choix ou un mauvais choix qu'ils avaient fait, mais le critère, enfin, la façon de m'accepter était celle-là. Alors je pense qu'il faut faire attention par rapport, je suis pour une grande diversité, mais surtout pour une mixité, c'est-à-dire que ça se mélange plutôt que de penser qu'on doit avoir toutes les différences. Je ne sais pas que ça serait dommage, je serais peut-être très heureux, mais ça ne me paraît pas un critère de choix, quoi. Alors, justement, c'est intéressant, on arrivait à la lettre P de la question du profil, effectivement, des candidats ou des nommés. Dans l'article que j'ai cité de Laurence Angèle, paru dans Esprit, elle a cette phrase « Pourquoi pas un scientifique à la tête de la Cité des sciences et pourquoi un haut fonctionnaire n'ayant jamais approché professionnellement les institutions culturelles à la tête de Beaubourg ?» C'est la question qu'elle posait. Derrière ça, je pense on l'a un petit peu évoqué, il y a la question de la répartition dans un profil ou dans plusieurs profils entre des profils plus administratifs et des profils plus scientifiques. C'est bien justement ce qui est arrivé, on l'a rappelé avec la nomination de Laurent Lebon, c'est-à-dire que c'est un scientifique qui a été nommé à la présidence du Centre Pompidou, mais ça n'avait pas été anticipé ni dans la feuille de poste, ni d'ailleurs les autres candidats n'étaient pas des scientifiques. Donc ça prouve qu'il y avait un choix qui était extrêmement ouvert entre un scientifique ou un administratif, sachant que Laurent Lebon, par ailleurs, est diplômé de Sciences Po, il a un peu un double profil et qu'il a lui-même ouvert un établissement, le Centre Pompidou-Metz, conduit des travaux, etc., ce qui lui donne peut-être plus que d'autres une compétence aussi administrative. Mais ça pose la question aujourd'hui dans les grandes institutions culturelles et notamment dans le secteur des arts visuels, du poids dans un métier de direction aujourd'hui, du financier, des ressources propres qu'on demande à ces directeurs ou à ces présidents de générer, du suivi des chantiers qui sont extrêmement complexes. Et donc, ça nous pose aussi la question qui est parfois posée par certains, et notamment des artistes. Pourquoi pas des artistes à la tête de ces directions ou de ces présidences de grands établissements? Est-ce que par rapport à ce que je viens de dire sur la complexité aujourd'hui, la multiplicité des compétences qu'on demande à un dirigeant, d'abord, est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il faut revoir la gouvernance de ces institutions ou de certaines d'entre elles? Est-ce que ça condamne les artistes à ne pas candidater pour des postes de cette nature? Alors, moi, je crois beaucoup au duo de tête des établissements. Alors, j'y ai toujours cru, et puis c'est vrai que c'était mon métier d'être complété par un directeur artistique ou un conservateur du patrimoine, et que j'y ai trouvé mon plus grand bonheur ou mon plus grand désarroi quand ça se passait pas bien. Et moi, je pense que le duo est indispensable, déjà parce que ça rend humble et modeste, parce qu'en fait, nous faisons deux métiers très, très complémentaires et très compliqués.
les deux, et que donc en fait quelqu'un qui réalise des politiques culturelles comme moi sache qu'il y en a qui les conçoivent et qui, pour les concevoir, ils ont besoin de celui qui réalise, parce que sinon il n'y a rien qui est possible dans les établissements. C'est quelque chose de très important. C'est pour ça que je crois dans le duo, et c'est pour ça que je ne crois pas qu'il faille nommer séparément la tête et le numéro 2. Quel que soit l'ordre. Alors au Centre Pompidou, c'est plutôt un généraliste qui doit être à la tête, parce qu'il y a cette question très interdisciplinaire, et aujourd'hui tous les conservateurs du patrimoine n'ont pas fait la démonstration qu'ils savaient avoir une approche interdisciplinaire, mais certains en ont fait la démonstration dans celui actuel. Et dans ce sens-là, c'est au Centre Pompidou. Dans l'autre sens, c'est au Louvre ou dans d'autres établissements. Donc le principal, c'est que le duo se passe bien et qu'on n'en pose pas l'un à l'autre, parce que c'est un duo, c'est une alchimie qui est indispensable pour le bon fonctionnement d'un établissement. Par ailleurs, cette question de recruter un duo, elle a lieu une fois que vous avez, de mon point de vue, elle devrait avoir lieu une fois que vous avez les idées claires sur la vocation d'un établissement. D'où les grandes périodes de vacances de poste que vous citiez tout à l'heure, qui peut-être pourraient ou devraient ou auraient dû ou ont pu être mises à profit d'une réflexion sur l'établissement. À mon avis, si on avait répondu à la question quelle est la vocation de l'Académie de France à Rome avant de recruter le directeur, ce qui est certainement été le cas, je ne sais pas, je ne dis pas, c'est une question théorique. Je pense qu'on fait œuvre utile parce que, comme je vous disais, l'acte de nomination est un acte décisif. Après, le niveau d'autonomie d'un établissement est tel que n'importe quelle relation entre un ministre et un président d'établissement, de toutes les manières, l'établissement peut évoluer et faire, je ne dis pas ce qu'il veut, mais prendre une direction totalement différente par rapport à l'hypothèse où quelqu'un d'autre le dirigerait. Donc ça, c'est très important. Donc cet acte étant très décisif, il faut qu'on se mette bien d'accord sur quelle est l'orientation qu'on veut donner à l'établissement avant de définir le profil de celui qui arrive. Donc, pour moi, ça justifie un petit peu de travail en amont. Et donc, la question du projet, elle s'inscrit dans un cahier des charges que les pouvoirs publics vont devoir exprimer. Parce que pour le coup, si vous ne savez pas je dis n'importe quoi, l'Académie de France à Rome, est-ce qu'on soutient la jeune création ou est-ce qu'on soutient les artistes en milieu de carrière, cette question n'est pas banale. Si on recrute un profil par rapport à un autre, la réponse à cette question sera très différente en pratique. Donc, c'est ça la vraie responsabilité du ministère de la Culture lorsqu'il dit oui ou non pour une rose de candidats. Et c'est ça le boulot qu'il faudrait faire. C'est quelle est l'orientation. Ça, c'est l'acte absolu par lequel le ministère de la Culture peut maîtriser ce qui se passe dans les établissements. Dans le cas contraire, ils ne maîtrisent absolument rien. Comme vous le savez, les établissements, ils peuvent tout faire, y compris contre le ministère, parce qu'ils en ont les moyens, notamment dans le monde culturel, où ils ont une dose de contractuels, donc ils ne dépendent même pas du ministère pour recruter les gens. Donc ils peuvent vraiment tout faire. Attends, j'avais une dernière chose par rapport à votre question. Les artistes, peut-être, les artistes. Sur l'artiste, voilà. Et alors sur l'artiste, moi, je pense que les artistes sont tout à fait en mesure de diriger des établissements, à condition qu'ils soient en duo étroit avec quelqu'un qui réalise leur politique artistique. Et honnêtement, ça aurait été mon rêve de voir un artiste à la tête de la Villa ou à la tête de la Philharmonie. Et je pense que ça donnerait... j'ai plein d'exemples en tête de l'étranger. Enfin, on ne va pas aborder ce sujet qui est encore très vaste. Mais il y a des grands musiciens à la tête d'éminentes institutions musicales. Mais évidemment, dans un travail avec un profil managérial, alors moi je ne les appelle pas profils administratifs parce qu'en réalité, ce sont des profils qui peuvent se retrouver même dans le secteur privé. En fait, ce sont des profils managériaux qui réalisent une politique qui est conçue par un artiste.
Et ça, c'est le plus beau des métiers. Enfin, pour moi, c'est avoir un magnifique artiste. Alors, on a un bel exemple, c'était Pierre Boulez. Par exemple. Et je pense que ça, il faut se féliciter. Mais je conçois avec vous que dans la musique, d'ailleurs, le cas est beaucoup plus fréquent que dans d'autres domaines. Un peu dans le théâtre. Mais je pense à quelque chose, je crois que les artistes en général ont beaucoup plus de compétences que ce que le simple citoyen suppose. Moi, tous les artistes que j'ai rencontrés dans ma vie sont des gens plutôt formidables, avec des compétences dans bien des domaines, et pas uniquement de savoir tenir des burins ou des ordinateurs ou des pinceaux. Non, ils ont un regard très vaste sur le monde, ils tentent de le comprendre, et donc ils seraient, je dis bien au conditionnel, tout à fait aptes à diriger ou co-diriger un établissement. Le problème, et c'est bien pour ça que je n'ai pas essayé, c'est qu'ils ont autre chose à faire. Et je pense que c'est ce qu'ils ont à faire. C'est pas que ça prend du temps, mais c'est tellement important dans la société. C'est une chose qui est difficile à cerner, mais laissons cette chose tranquillement vivre, se développer, parce que à fréquenter trop le système, j'allais dire, d'une administration, ils finiront par s'y modeler, parce que l'administration est bien plus puissante qu'un individu, et on perdrait des artistes. D'ailleurs, j'ai été moi-même un peu enseignant, et je vois bien ce que c'est. Heureusement, j'étais un électron libre, et donc ça m'a permis de ne pas participer aux réunions pédagogiques et des choses comme ça, dont je ne voyais pas l'intérêt, non pas pour les étudiants, mais pour moi-même. Et donc, et les étudiants, curieusement, quelques 40 ans après, continuent à m'appeler, à me voir. Et donc, je vois bien que l'incidence, la formation d'un artiste et ses compétences doivent être préservées à tout prix, sous peine d'avoir un art lui-même officiel sans qu'on s'en rende compte. Et plus il y aura d'artistes dans les administrations, et plus ce sera préjudiciable, non pas pour les administrations, qui sans doute y gagneront, mais pour les artistes eux-mêmes. Et alors, à moins que, sur la limite de temps d'exercice, on dise, oui, pendant 3-4 ans, c'est une expérience intéressante, stimulante, l'artiste lui-même en tire des avantages après et des intérêts qui lui serviront dans son travail. Oui, pourquoi pas, comme ça, à titre exceptionnel, comme une sorte de tourisme, mais je le vois mal comme une carrière. Oui, au Balthus, bien sûr. On est artiste 24 heures sur 24, mesdames et messieurs. Alors, on va rapidement finir de toute façon notre dictionnaire, parce qu'après, il va falloir qu'on parle un petit peu avec le public. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, Claudia, en parlant des duos à nommer à la tête éventuellement d'une institution. Il y a une autre tendance qui parfois est aussi réclamée, c'est celle de nomination en série dans un secteur, c'est-à-dire de changer d'un seul coup toute une série d'institutions pour vraiment favoriser un nouveau souffle. Et le président justement du Centre Pompidou, Laurent Lebon, s'est félicité, je crois, publiquement d'arriver dans son établissement en même temps que Laurence Descartes au Louvre, en disant qu'il fallait aller vers une beaucoup plus grande collaboration de ces institutions entre elles, et ils l'ont mis en œuvre en orchestrant notamment un hommage à Christian Boltanski qui a eu lieu le 12 octobre dernier et qui était présenté justement comme la première collaboration entre le Centre Pompidou et le Louvre. Donc est-ce que quand vous appelez à la nomination de duo, ça peut aller jusque-là ? Alors, certainement, dans le monde des musées, là, si on se limite à ça, des musées nationaux dont vous parlez, il y a une question qui est cette répartition très arbitraire et incompréhensible au-delà de nos frontières des collections entre musées et cette absence totale de dialogue jusqu'à il y a peu de temps entre musées, donc aller expliquer ne serait-ce qu'à un étranger pourquoi en 1848 tout ce qui est 1849 il faut aller à Orsay, c'est pas ici, désolé, etc. C'est totalement incompréhensible. Et lorsque vous dressez des murs entre ces institutions qui pour le coup sont même arrivées à être en concurrence pour lever de l'argent, pour avoir de la visibilité des expositions, etc., sur un critère aussi arbitraire, évidemment, vous avez compris, je trouve que c'est une absence absolue de vision générale
que de permettre des vies séparées et de ces musées les uns à côté des autres sans jamais se poser cette question de manière plus large. Parce que ce qui a empêché, même d'un point de vue purement culturel, des expositions transversales plus approfondies sur des thématiques, tout simplement parce qu'on allait au-delà de 1848 ou parce qu'on commençait en 74 ou parce que l'artiste venait de mourir, donc il fallait passer de l'autre côté, etc. Et donc ça, il y a un besoin de rebâtir quelque chose de commun après cet élan d'autonomie des établissements que moi j'ai soutenu parce que les établissements avaient besoin de s'envoler et de pouvoir être agiles et faire des choses. Je pense que là, le temps est à la coordination et à la vision générale qui nous a manqué quand même par moment, et que du coup, cette envie de collaborer entre musées, elle est bienvenue, et elle a, à vrai dire, commencé pas avec la génération Laurent Lebon et Laurence Decart, mais en nommant une personnalité sans passé, sans passif et sans histoire avec les uns et les autres à la réunion des musées nationaux, et Chris Dercon, qui venant d'un autre monde, a fait tout de suite un travail, surtout en dehors de Paris, un travail de recoudre les musées entre eux pour des projets qui allaient au-delà d'une structure précise. Donc je ne crois pas que ce soit une génération, je crois que c'est un état d'esprit et une vision générale qui doit être impulsée du sommet de l'État et du ministre de la Culture, et que ça, elle est bienvenue, qu'elle soit appuyée par des nominations de gens qui s'entendent très bien entre eux, c'est heureux, mais je dirais encore plus... cette question est très importante sur un sujet dont on n'a pas encore parlé, qui est les nominations des directions et directions générales du ministère lui-même, qui devrait porter cette vision générale. J'ai failli en parler quand vous avez énuméré les 14 échelons qui devaient se mettre d'accord pour une nomination. Je me suis dit que ce n'était pas la peine de descendre peut-être dans les services. Alors on est presque à la fin. Effectivement, je rebondis là aussi sur des choses dont on a parlé, mais j'avais une entrée tutelle. Où je précisais, parce que peut-être que tout le monde ne le savait pas, vous l'avez dit un peu rapidement, mais on dit beaucoup que ce sont maintenant les grands établissements qui ont beaucoup gagné en autonomie, qui en réalité fabriquent la politique culturelle du ministère. Et je voudrais citer cette phrase de l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, qui a jugé dans Le Monde du 10 mai 2021, de manière assez cruelle, que je le cite vraiment, le ministère de la Culture est devenu un bibelot déposé sur la cheminée. Donc... vous aviez lu cette phrase peut-être? Non, mais non, ça voilà. m'étonne pas. Donc effectivement, ça pose la question de savoir qui impulse la politique culturelle et qui la coordonne. Vous avez justement, et je voudrais peut-être finir là-dessus pour ma part, sachant qu'on va revenir sur toutes les questions qui vous intéressent dans les questions que vous allez poser, mais finir sur cette question du vivier, et notamment en parlant des étrangers, puisque ça a été une des marques de fabrique peut-être du quinquennat d'Emmanuel Macron, même si dans notre pays, des étrangers ont par le passé eu des rôles considérables, à commencer par Pontus Hulten dans la création du Centre Pompidou et son ouverture en 1977. Mais c'est vrai que ces dernières années, à l'Opéra de Paris, au Grand Palais ou au Festival d'Avignon, des étrangers, des personnalités considérables ont rejoint la France et sont venus diriger ces grands établissements, ce qui parfois est loué par ceux qui, comme vous, y voient un élargissement du vivier, mais parfois aussi, au contraire, suscite des craintes quant, par exemple, à leur connaissance de la scène artistique locale, à leur implication aux côtés des créateurs de la scène française. On voit bien qu'il y a des difficultés quand même à accepter. Je me souviens, moi, de l'arrivée de Benjamin Millepied à l'Opéra, qui malheureusement, c'est une carrière qui a été très vite arrêtée. Je pense que les réformes qu'il avait suggérées et entamées, qui étaient très, très, très positives. Je donne juste comme exemple, parce que la danse nous paraît peut-être très loin, c'est qu'il n'y avait pas de médecin à l'opéra. Or, si vous savez à peu près ce que c'est un danseur, c'est quelqu'un qui se blesse en permanence. Et donc, c'est des choses qui ont été des réformes toutes simples sur les sols, sur la façon de travailler. C'est donc des choses essentielles, sans compter aussi l'appel à des financements privés et tout ça. Tout ça a été très mal perçu et donc a été très vite rejeté. Moi, j'appelle de mes voeux, tout comme en Italie, et vous le savez mieux que
moi qu'aux offices et dans d'autres musées, on a fait appel à des conservateurs étrangers et qui, c'est pas parce qu'ils étaient étrangers qu'ils étaient meilleurs, mais comme ils avaient une autre expérience, ils avaient une autre vision, ils n'étaient pas pris non plus dans les petites coteries locales, etc. Et leur arrivée, d'ailleurs c'est des missions qui en général sont assez courtes, eh bien redonner une énergie à l'établissement, des initiatives nouvelles et tout ça. Et donc, je crois qu'on devrait suivre cet exemple chaque fois que c'est possible. Et bon, je n'ai pas personnellement à promouvoir quelqu'un. Donc, mais non, mais je pense que c'est un bon état d'esprit. Ça. Puis, ça permettrait aussi de commencer à faire un peu l'Europe au point de vue. Et pour les artistes, puisqu'on revient toujours aux artistes, ça serait souhaitable, car nous rencontrerions des conservateurs, des responsables, qui ensuite, de retour dans leur pays, se diraient peut-être, ben là-bas, j'ai rencontré un tel, il ferait venir. Il y a une circulation, je vois ça d'une manière peut-être simpliste, mais je verrais des choses nouvelles apparaître et une plus grande circulation des artistes en Europe. C'est plus que souhaitable. Je pense que Claudia doit pouvoir... Dans ce sens, évidemment, à chaque fois, comme on disait tout à l'heure, il y a les deux sens. Donc, Oui. que promouvoir des carrières où un conservateur, un artiste ou un manager de la culture puisse sortir de France et revenir sans être pénalisé jusqu'à la fin de ses jours, ça, c'est évidemment une condition pour aérer le secteur. Parce que si vous en appelez de l'extérieur, ça veut dire qu'on exporte aussi les nôtres et qui alimentent, comme c'est le cas actuellement justement en Italie en nombre, qui exportent et alimentent, mais aussi à New York, au Met, si on pense à la photo, enfin, je fais le tour de toutes les disciplines. Cette aération est nécessaire sur l'étranger, c'est certain, sur des profils à l'extérieur du secteur culturel, je pense aussi. Écoutez, merci. Je pressentais qu'on abordait un continent extrêmement vaste avec cette question des nominations. Je crois que ça nous a permis de parler de beaucoup de dimensions importantes de la détermination, comme vous l'avez dit, de la culture et de la manière dont elle est mise en œuvre ici dans notre pays. Donc je vous remercie tous les deux, mais je voudrais donner la parole au public qui, j'en suis sûr, a de nombreuses questions qui vont nous permettre d'aborder des petits archipels que nous n'avons pas encore abordés. Monsieur, attendez, on va vous donner un micro pour que tout le monde vous entende et puis aussi pour l'enregistrement. Oui, sans vouloir engager un débat politique, je voudrais revenir, moi, à la genèse, si je puis dire, à la matricielle de notre problématique. C'est comment bien nommer un ministre de la Culture, puisqu'on n'en a pas depuis 30 ans. À part M. Toubon, peut-être. Enfin, bien sûr, depuis Lang, on a eu Toubon. Le reste, c'est le désert. C'est pas parce qu'on aime l'opéra qu'on peut être une bonne ministre de la Culture. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment répondre à cette question, si ce n'est revenir à ce que disait Jean-Jacques Ayagon lui-même, qui juge que le ministère de la Culture est un bibelot sur la cheminée. Est-ce qu'on attend trop, qu'on attend trop Oui, aujourd'hui du ministère? Mais je ne sais pas si ce que dit cette phrase de Jean-Jacques Ayagon, parce qu'on pourrait la comprendre autrement, maintenant qu'il est à la tête d'un autre établissement privé. On pourrait se dire que le nombre de fondations s'est multiplié en France, le nombre, disons, d'initiatives privées s'est tellement développé que le ministère de la Culture en face n'est simplement que l'un d'eux, une des composantes de cette vie culturelle, et que du coup, il devient un bibelot. Mais c'est un peu exagéré, peut-être caricatural, mais on peut comprendre sa phrase comme ça. Et c'est une réalité. Et on sait qu'il y a des pays où il n'y a pas de ministère de la culture et où finalement la culture est quand même très vivace. Moi, je ne dis pas ça contre le ministère. Je dis c'est des vraies questions qu'on peut se poser. Quant au ministre de la Culture, moi, je pense qu'il n'a pas toujours été bien choisi. Ça a souvent été comme au niveau municipal, c'est-à-dire la personne qu'on ne savait pas où mettre. Oui, voilà. Mais eh bien, ce qu'on disait au début, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Finalement, un mauvais ministre avec des très bons directeurs, ça peut faire une bonne équipe à la fin. Donc, je n'ai pas d'idée, moi. Alors, peut-être que aussi c'est la stature de Jack Lang qui rejette dans l'ombre ses successeurs qui peut-être n'étaient pas si mauvais, mais en tout cas ça me donne l'occasion aussi de dire que Jack Lang, et j'ai fait allusion à un article de la série que Le Monde lui avait consacré il y a 6 mois pour expliquer comment il avait mis en place cette politique
culturelle pour la France. Il est évident qu'il avait beaucoup réfléchi à la question, qu'il avait vraiment des propositions. La France a aussi pris du retard dans beaucoup de domaines, donc il est arrivé avec un programme, la confiance du président, il a pu le mettre en œuvre, mais aussi une politique de nomination très audacieuse. Et Jack Lang, je voudrais rappeler les 3 qualités essentielles qu'il demandait aux gens qu'il nommait, c'était d'être imaginatif, loyal et courageux. Bien sûr. Donc voilà, imaginatif, loyal et courageux, je pense que c'est par intéressant ailleurs, comme notion. avec tout le respect qu'on doit à M. Lang, aujourd'hui, le ministère de la Culture ne ressemble en rien à celui dans lequel il a réussi. Première chose, il y a toute la politique audiovisuelle qui s'est rajoutée, c'est-à-dire à peu près la moitié du ministère, c'est-à-dire on a multiplié x2 le champ de responsabilité du ministre de la Culture, première chose. Et ça, c'est quelque chose, comment dire, moi, je vous donnerais raison que c'est un problème de nomination s'il y avait eu 1, 2, 3 accidents de nomination. Là, on parle de, en fait, un poste où on a l'impression où il est impossible de réussir au sens politique de réussir, c'est-à-dire sortir avec un aura auprès du public du ministère et auprès du grand public supérieure par rapport à celle dans laquelle on est rentré. Et donc, il paraît que c'est un poste impossible. Donc, moi, je serais en position de conseiller quelque chose demain, ça serait vraiment de revoir le périmètre du ministère qui, comme ça, est un poste impossible. Vous devez passer de la maîtrise d'un processus de défense de droits d'auteur pointu où vous êtes à 2h du matin devant le Parlement européen pour faire ça, et ensuite, le lendemain, être dans un théâtre, être crédible, à discuter de Tchekhov avec des acteurs. Et ça, c'est quelque chose où, en fait, de toutes les manières, on ne peut pas être présent auprès d'autant de groupes différents et réussir dans l'ensemble de ce périmètre. Donc pour moi, en fait, évidemment, la question m'interpelle. On s'est posé beaucoup cette question-là. Est-ce que le périmètre du ministère de la Culture n'est pas la question prioritaire et préalable à la question que vous posez ? Oui, quand vous dites périmètre, ça veut dire que vous entendez aussi peut-être, enfin moi c'est comme ça que je le comprends et comme j'aimerais le comprendre, qu'au fond on dissocie la culture de l'audiovisuel, parce que quand on pense à la mission du travail dans l'audiovisuel que doit faire le ministre, ça lui laisse bien peu de place pour s'occuper de la musique, des arts plastiques, du théâtre, de la littérature, etc. Donc si on prend après ces secteurs un par un, il ne leur reste que vraiment pas grand-chose. Non pas que les ministres ne souhaitent pas apporter, mettre leur énergie, mais ils sont absorbés par cela. Et je crois même que le ministre, non pas celui que nous avons maintenant, mais précédent, avait pour mission de régler les questions de l'audiovisuel. Si vous voulez dire, donc ne vous occupez pas du reste, ce serait tout à fait dommage. Bon, mais moi, j'ai changé de métier, donc je ne vais pas aujourd'hui avoir des réponses, mais les questions que je pose sont même au-delà de l'audiovisuel. Je pense qu'aujourd'hui, avoir une politique d'éducation limitée au ministère de la Culture est un problème. Quand il y a quand même un ministère qui s'occupe de générations composées de 800 000 enfants par génération, par année de naissance, première chose. Il y a les industries culturelles qui ont des problématiques industrielles que quelqu'un, même un administrateur civil du ministère de la Culture, est très loin de pouvoir comprendre et apprendre dans sa formation et dans son parcours de carrière, et que ce sont des problématiques industrielles qui ressemblent plus à de l'industrie que à du spectacle vivant ou à d'autres secteurs. Je ne donne pas de réponse parce que cette question mériterait des journées de travail, un colloque de 25 jours et un boulot de mes successeurs très approfondi parce que la question est très ouverte. Il me semble qu'à l'étranger, il y a beaucoup de pays qui fonctionnent avec une agence pour les artistes et une agence pour le patrimoine, et que le reste, en fait, la culture est diffuse, c'est-à-dire c'est un combat de l'ensemble du gouvernement. L'éducation culturelle est un combat éducatif, l'industrie culturelle est un combat industriel, etc., etc.
Mais il était aussi ministre de l'Éducation nationale. Il l'a effectivement été. Une question ici, au deuxième rang. C'était une question, mais enfin, on y a plus ou moins déjà répondu sur la question du périmètre. Donc, moi, je suis aujourd'hui directeur de l'association Jeunes Création. J'étais président. Donc, en fait, c'est une association qui s'est, juste pour dire d'où je parle, une association qui s'est, entre guillemets, je n'aime pas le terme, professionnalisée. C'est-à-dire que les artistes ont pensé ensemble et de mettre comme ça un anticorps peut-être devant. C'est-à-dire, moi, je vois ma fonction un peu comme ça. Comment ça s'appelle Enfin, oui, quelqu'un qui va défendre, raconter l'histoire d'une association qui a 72 ans. Et en fait, j'avais l'impression que... Moi, j'aime pas la confusion. Et j'apprécie quand vous avez fait des distinctions entre ce qui est du monde de la finance, enfin, en tout cas, de réfléchir à des questions de comment on fait tourner une structure, les relations humaines, les questions artistiques, hein, c'est autre chose. Et moi, je suis convaincu qu'un artiste, ça dépend des personnalités, peut faire les choses. Mais il ne faut pas qu'il soit dans la confusion, c'est-à-dire qu'il s'imagine à toutes les places. Quand moi j'ai mal aux dents, je vais voir un dentiste. Je ne vais pas voir un artiste. Donc aujourd'hui, quand l'association a des problèmes financiers, je vais voir mon commissaire aux comptes, je vais voir des gens spécialisés dans le domaine. Par contre, on travaille ensemble. C'est un travail, on se ripe. On n'est pas d'accord sur le vocabulaire, on essaie de définir les termes, les mots, ensemble. Qu'est-ce que pour un artiste ou dans le monde artistique veut dire ce mot-là? Collaborer, travailler ensemble, coopérer. Qu'est-ce que ça veut dire pour un comptable? Qu'est-ce que ça veut dire pour un... Ça, c'est des vraies questions. Et j'ai l'impression que, peut-être pour ces histoires de nomination, pour revenir à ça, est-ce que des nominations collectives ne sont pas possibles? C'est-à-dire que plutôt des projets, des groupes... ou plusieurs personnes, c'est-à-dire dans ce vivier que vous imagineriez, je ne sais pas comment. Enfin, en tout cas, enfin, peut-être des gens iraient voir un peu plus loin que le bout de leur nez. Parce qu'en effet, je n'ai pas compris, par exemple, Yvan, excuse-moi, mais il y a eu les sauts d'avis, il y a eu récemment le rapport Racine. Jamais un membre de Jeunes Création n'a été entendu, ce qui est quand même hallucinant par rapport aux 72 ans d'histoire de la structure. Donc je me dis, où sont les têtes chercheuses dans le ministère, par exemple? Mais comment mettre en lien des gens pour les faire travailler, comme le monde est de plus en plus complexe, les faire travailler à la fois en dialogue, en tension, qu'il y ait des expérimentations possibles, des temps de respiration, qu'il y ait évidemment des contre-pouvoirs, des contrôles, c'est-à-dire que chacun joue son rôle. Le problème, c'est que dans toutes ces nominations, ça pose problème. Quand il y a confusion des places et des gens, si on assume une position d'un choix et que ce choix est assumé, moi ça ne me dérange pas. À Jeunes Création, il y a à la fois de la cooptation et à la fois des appels à candidature. C'est-à-dire que c'est cette variété qui va faire la richesse. D'où on vient, d'où on est, moi je sais pas, enfin voilà, on pourrait partir dans des discussions philosophiques. Mais du coup, comment mettre en tension? Moi c'est vraiment ça, le monde, je vois la jeunesse, là, enfin, moi je suis déjà un vieux, hein. J'ai 50 piges, je viens de les avoir. Ils arrivent, ils ont 25 ans, 23 ans. Ils ont des problématiques, on leur laisse un monde hallucinant de complexité sur le nombre d'informations qu'ils doivent ingurgiter, d'exigences que les artistes doivent avoir aujourd'hui sur leur plan de carrière, qu'on leur laisse croire et tout. Enfin, c'est fou. Moi, j'aimerais pas être aujourd'hui... voilà, ils se demandent justement à quelle candidature, où est-ce qu'ils peuvent postuler. Ils sont mis dans une position d'infantilisation perpétuelle avec ces candidatures qui n'en finissent pas, où ils doivent postuler à ceci, cela. Même l'atelier aujourd'hui est un lieu qui, pour moi, normalement, est sacré. L'artiste devrait faire rentrer que celui qui a envie dedans. Mais non, maintenant, il y a Poupouche et compagnie, pardon, ou des trucs où l'artiste est banalisé comme un singe dans un zoo, où des sociétés de communication permettent des entrées comme ça dans les ateliers n'importe comment. Enfin, moi, je sais pas. Il y a des domaines qui sont de l'ordre du sacré, du travail, de l'artistique, justement, du domaine de la création. Secrètes, etc. Et d'autres choses qui sont de l'ordre du partage avec une société, avec des questions peut-être écologiques aussi, parce que l'art doit se poser des questions sur ces domaines-là. Enfin, il y a plein de choses, mais il faut éviter ces questions de... Je monopolise la parole. Non, mais excuse-moi. Merci pour ce témoignage. Et je crois qu'il n'y avait pas vraiment de questions du coup à répondre, mais c'est toujours... Est-ce que collectivement, est-ce que le ministère est en capacité d'inventer quelque chose un peu plus collectif sur ces nominations? C'est-à-dire que du coup, plutôt que d'attendre trop d'une personne, l'homme ou la femme providentielle, peut-être dans des mises en tension de personnalités qui vont peut-être, même si elles ont été choisies, qu'elles ne se connaissent pas, les mettre en tension, les faire se rencontrer sur un projet d'institution, par exemple.
Alors, il y a Merci. quelques exemples de co-direction. Par exemple, dans le monde de la musique, j'avais été surprise par une très belle proposition qui a d'ailleurs remporté la direction, de co-direction de gamme à Lyon, par exemple. Il y a 2 co-directeurs, l'une est manageuse, l'autre est compositeur. Et ça, pour moi, c'est un peu, enfin voilà, c'est la subtilité ultime, c'est-à-dire le duo dont je parlais. Il n'y a pas vraiment un chef et un numéro 2, c'est plutôt une co-direction où en fait on reconnaît à la fois la profession et la spécificité, la complémentarité de 2 métiers qui sont profondément différents et profondément complexes. Donc maîtriser les 2 est un manque à la fois de réalisme, d'humilité et de professionnalisme. Merci. On va prendre, je crois, une dernière question, peut-être. Oui, c'est moins une question que tout simplement un commentaire. Et je voudrais rebondir sur le commentaire ou la question du jeune homme de 50 ans tout à l'heure par rapport à la voix de la collectivité. Parce que ce qui me semble manquer aujourd'hui dans le discours politique, surtout ceux qui élisent donc une personne, c'est justement le mot de la vision que vous avez cité tout à l'heure, ou la vocation insufflée aux institutions, mais surtout ce travail en amont qui devait être fait dans les institutions, où mener les collections. Donc on est quand même tous concernés, ou les municipalités, ou les régions, ou la nation, donc en tant que citoyen, décider collectivement ce qui va devenir, ce qui sera le devenir de ces collections. Donc la vision globale qui est apparemment à la tête de l'État, étant donné que c'est l'État qui nomme les personnes, malheureusement, on n'a jamais entendu ce mot de vision, ni au sein même du gouvernement, ni au sein même ou par les personnes qui sont nommées. Et c'est là où il y a peut-être aussi un manque d'aération déjà au départ dans la communication qui est donnée à travers ces nominations. Alors, enfin, je vous trouve un peu sévère sur certains points, c'est-à-dire que il y a des visions, après que ça interpelle les gens et qu'il y a un débat derrière, oui. Mais par exemple, je donne un exemple qui me paraît très significatif et très actuel, qui est celui de la question de rendre disponibles des collections universelles dans des pays d'Afrique, qui s'est traduite dans la restitution d'œuvres de musées, qui n'était pas la question posée. Hein. La question, c'était comment je rends disponible en Afrique des collections universelles. C'était ça la question que nous avons posée. Après, aujourd'hui, on dit, vous voulez vider les musées européens. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose de se dire qu'on ne peut pas être universaliste que quand on est à Londres, Paris ou Berlin, et puis on oublie de l'être quand on est à Lagos ou à Dakar. Ça, pour le coup, c'est fruit d'une vision de consultation approfondie dans la société, à différents strates de la société. C'était une vision qui venait d'une réflexion à la fois d'un groupe d'intellectuels, on va dire, soutenus et écoutés par le chef de l'État, par la ministre de la Culture, etc. Ça a été formulé, et vous avez vu, c'est pas pour ça que ça se passe très bien. C'est très contesté. Très peu d'établissements aujourd'hui font des études de provenance sérieux dignes de ce nom. Si on enlève le musée du Quai Branly, l'Institut national d'histoire de l'art, qui sont en train de faire un travail énorme. Donc, je ne suis pas sûre que la vision règle les problèmes. La vision est nécessaire, je suis d'accord avec vous, mais nous avons des visions importantes et fruits d'un long travail où on a mis les intellectuels et les citoyens au service de l'alimentation de la réflexion. Cette réflexion a donné lieu à une vision qui a été expliquée et qui a généré des rapports d'experts, des débats, etc.
Mais est-ce que, pourquoi vous dites qu'elle n'existe pas aujourd'hui dans certains domaines? Peut-être qu'il y en a d'autres où il n'y a aucune vision, hein, mais je cite celui-là parce que c'est celui qui me vient à l'esprit quand vous dites qu'il n'y a aucune vision sur le secteur culturel. Je ne suis pas d'accord. En fait, je reviens à la question de la complexité par rapport à il y a 40 ans. Qui est importante sur ces questions-là. Vous mesurez la complexité des problématiques qui n'étaient pas du tout abordées il y a 40 ans, quand on avait plutôt des questions d'augmentation de public et d'augmentation de lieux de culture. Aujourd'hui, les questions sociétales, donc pour moi culturelles, qui ont besoin d'une proposition politique après une contribution d'intellectuels et de concitoyens, sont extrêmement complexes, ont des processus longs. Donc à chaque fois, on dit c'est trop long, c'est trop lent, parce que ça ne respecte pas le temps de la politique. Et ça gêne, et c'est vrai, c'est quasiment incompatible avec le temps de la politique, mais ces visions émergent, et évidemment, j'appelle de mes voeux que sur toutes les grandes questions culturelles, il y a le même travail que je vous ai par exemple évoqué sur celle-ci. Non, mais bon, c'est un exemple, mais de quelle vision parlez-vous, par exemple? C'est une note assez optimiste pour finir. Je pense que c'est bien. Mais Claude, moi, j'avais envie de poser une question à Claudia, du coup, de dire, mais c'est vrai, pour moi, pour le citoyen que je suis, et je pense que c'est peut-être ce que vous partagiez, madame, avec moi, si on me dit, aujourd'hui, quelle est la politique culturelle de la France? Dire, toi, en tant qu'artiste, comment tu la ressens? Je dis, j'en sais rien du tout. Mais je m'excuse d'avoir l'air aussi stupide, mais je dirais, je ne le sais pas. Ce n'est pas si clair que ça. Je peux me fier à l'équipe en place et me dire, bon, ce sont des gens de bonne volonté, et donc je leur fais à peu près confiance. Mais à part une chose comme ça, je n'arrive pas à avoir une vision claire, de me dire, bon, je sais que ce qu'on souhaiterait, par exemple, je pose une question toute simple. Vous, tout à l'heure, vous disiez il y avait peu de public, par exemple, dans les établissements publics il y a 40-50 ans. Je le sais très bien, je les ai fréquentés aussi à ce moment-là. Et aujourd'hui, on est au contraire face à des files d'attente, un désir de on est rentré dans la consommation. C'est-à-dire, nous ne sommes plus des amateurs de culture, nous sommes des consommateurs de culture. Alors ça, c'est un choix politique. C'est-à-dire, est-ce que nous voulons aller dans ce sens-là ou dans un autre? Je vous le dis tout de suite, je n'en sais rien. Et ce n'est pas exprimé. C'est sans doute, il doit y avoir une vision, justement, je pense, du gouvernement. Enfin, je ne demande pas d'ailleurs ce que vous me la donniez forcément, mais moi, je ne la ressens pas. Et je ne sais pas où elle est. C'est plutôt ça. Ce n'est pas que je ne la ressens pas, je ne sais pas où elle est. Je vois bien des tas de volontés, des efforts faits là ou ailleurs. Par exemple, je ne sais pas très bien quelle est la position du ministère de la Culture par rapport aux intermittents du spectacle, qui est quand même une question qui bouffe les 3/4 de l'énergie, là aussi, d'un ministre de la Culture, et dont on se passerait bien comme véritable question, parce que si on pose cette question-là aux plasticiens, ils se disent, ah bon, alors et nous, quand on ne fait pas d'expo, qu'est-ce qu'on fait avec nous? Bon, alors, des choses de ce genre. Non, on pourrait en trouver, et alors, c'est ça. Vous dites que vous ne voulez pas de vision sur ça, du coup. Si, j'ai une vision très simple, mais je ne la dirai pas ici, parce que je n'ai pas l'intention de me compromettre. Mais je suis désolé, je crois qu'on va plutôt aller discuter de ça autour d'un verre, parce que c'est un tout autre débat. En tout cas, je suis très heureux qu'on ait fini en parlant de vision, et de vision de la culture, de ce que la culture nous apporte et de ce vers quoi on veut aller. C'était évidemment l'idée de ce débat qui n'était pas sur les nominations d'un point de vue technique, mais bien sur la vision qu'elles permettent d'exprimer. Je remercie beaucoup Claudia Ferrazzi, Yvan Messac d'être venus ce soir vaillamment s'expliquer et défendre leur position devant vous. Je vous remercie d'avoir été là nombreux. Je remercie la DGP de nouvelle fois pour son accueil et pour le verre qui s'annonce.